On a besoin d'une présence en magasin pour que les familles puissent le voir, le toucher, le tester. Et après, en tout cas, c'est ce qui s'est passé en France, c'est qu'après, Amazon décolle. Mais d'abord, il faut une présence physique. Amazon décolle parce que le bouche à oreille ou le fait d'avoir vu la fabrique à histoire. C'est ça, c'est un parent qui l'a testé et chez qui ça marche. Il le recommande à 3 de ses potes parents qui vont le recommander à 3 de... Est-ce que tu sais où se fait le premier achat ? Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Maëlle Chassard, fondatrice de Luni. Salut Maëlle, tu vas bien ? Bonjour, très bien. On s'est déjà croisé lors d'un précédent projet que tu avais fondé, Reporter, que Maëlle était venue pitcher à Start in Paris dans une autre vie. Aujourd'hui, elle vient nous parler de Luni. Fondée en 2014, Luni a créé la Fabrique à Histoire, une petite boîte qui permet à un gamin ou une gamine de créer une histoire presque sur mesure à partir d'un arbre de décision. Qui est le héros de l'histoire, Suzanne ou Gaston? Est-ce que l'histoire se passe dans une forêt ou un château? Qui est-ce que Suzanne va rencontrer, un loup ou un fantôme, etc. Les choix se font avec des gros boutons et molettes ludiques et un système sort de rétroéclairage, mais tu nous en diras plus après. Depuis l'intérieur de la boîte, il n'y a donc pas d'écran à proprement parler à l'extérieur et la technologie est cachée. Les enfants en sont dingues, les histoires très sympas durent quelques minutes, le tout dans un plastique au toucher un peu satiné, dans une couleur vert pomme, vert fluo presque. Ouais, turquoise. C'est un verre un peu particulier. Un verre particulier, c'est un objet très sympa. Alors, je promets une discussion non biaisée aujourd'hui, bien que je sois un client depuis 2016 ou 2017, à peu près une année après le lancement, si je dis pas de bêtises. Et j'en ai moi-même d'ailleurs acheté une dizaine, c'est ce que je disais à Mel avant de commencer. Alors une pour mes filles, et j'ai tellement aimé l'objet et le concept que j'ai pas arrêté d'en conseiller ou d'en acheter à mes neveux, aux cousins de mes filles pour leurs anniversaires. Et c'est un cadeau que je conseille à chaque fois qu'on me demande un avis. Si vous êtes parent d'ailleurs, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà vu, puisque vous en avez vendu déjà plusieurs centaines de milliers, tu nous le diras. Ouais, on est à près de 460 aujourd'hui. C'est énorme, c'est incroyable. Ouais. Vous avez réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. Oui. En cumulé, on a dépassé, je pense, où j'ai cru comprendre les 10 millions d'euros depuis le lancement. Oui. En 3 années à peine de commercialisation. Alors 5 années depuis le début du projet, c'est ça ? Oui, on a fondé la boîte en juin 2014, mais effectivement, on a sorti la Fabrique à Histoire en août 2016. Donc ça fait 3 ans. C'est une très très belle réussite. Et l'histoire, c'est le cas de le dire, ne fait que commencer. Et on aimerait bien comprendre comment vous en êtes arrivé là. Mais pour commencer le plus simple, et pour commencer par le commencement, Maëlle, c'est quoi la Fabrique à Histoire ? Alors, la Fabrique à Histoire, c'est hyper simple. Comme tu disais, c'est une petite boîte qui raconte des histoires aux enfants. Le principe, c'est que l'enfant vient choisir les éléments de son histoire. Donc, tu disais le héros, le lieu, l'univers, l'objet. Et ça lance un récit audio. Et en fait, le but, c'est d'éloigner un peu les enfants des écrans et trouver une alternative aux tablettes, téléphones, télévision pour laisser développer leur imaginaire. Et faire développer une autre partie du cerveau qu'ils utilisent moins aujourd'hui à cause de la télé, des tablettes. Ok, comment est-ce que ça a commencé ? À la base, c'est mon projet de diplôme. Donc, projet de diplôme ? Ouais, j'ai fait des études en design dans une école qui s'appelle Strat, qui est à Sèvres, en banlieue parisienne, où je me suis spécialisée en innovation et interactivité, et en fait, plus spécifiquement en interface tangible. Donc, c'est-à-dire toutes les interfaces qui n'ont pas d'écran, ou en tout cas où on peut utiliser d'autres sens, beaucoup plus ludiques. Et en fait, en dernière année, on demande... Attends, juste pour comprendre, c'est quoi une interface qui n'est pas tangible ?
En fait, quand elle est pas tangible, c'est vraiment tu swaps, tu utilises ton doigt, mais c'est de manière où t'as pas vraiment de côté sensitif. Alors qu'une interface tangible, tu peux utiliser beaucoup plus ton toucher, particulièrement, mais ça peut aussi éveiller d'autres sens. Mais le toucher plus particulièrement. Mais quand tu swapes sur un écran, c'est pas tangible. C'est pas ce qu'on appelle une interface tangible. Est-ce que quand Apple fait je sais plus comment ça s'appelle, le toucher qui te donne un retour quand tu appuies, c'est pour s'approcher d'une interface tangible? On s'en approche, mais c'est vraiment beaucoup plus ludique et beaucoup plus mécanique, on va dire, une interface tangible. Donc voilà, et après en dernière année, on demande aux élèves, en dernière année à Strat, on demande aux élèves d'écrire un mémoire sur un sujet de son choix. Moi, le sujet qui me passionne le plus au monde, c'est l'imaginaire, et donc du coup, j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire. Et à la fin de ce mémoire, la problématique et le constat était qu'aujourd'hui, trop d'écran tue la créativité des enfants. Et donc moi, alarmée par ce constat, j'ai voulu créer un objet qui permet à l'enfant de laisser libre cours à son imagination et de l'éloigner un petit peu des écrans et prouver qu'il y a d'autres alternatives que de mettre son enfant devant un écran. Voilà. D'accord. Interface tangible plus imaginaire, ça donne... Ça donne la fabrique à histoire. Ça donne la fabrique à histoire. Ouais. Et donc là, on est en 2014 ? On est en 2013. En 2013, ok. Ouais. Et ça faisait déjà quelques mois avec mes associés. Donc, j'ai fondé la boîte avec 3 amis. Vous êtes 4 ? On est 4 en tout. Ok. Et vous êtes toujours 4 aujourd'hui ? Et on est toujours 4 aujourd'hui. Super. C'est quoi qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont leurs profils ? Alors, on se connaît, nous, depuis qu'on est adolescents. On n'a pas du tout fait la même école. Il y a Eric qui est ingénieur, Igor qui a fait une école de business et Thomas une école de multimédia. Et en fait, tous les 4, ça nous a permis d'avoir ces profils complémentaires. Ça nous a permis de marcher longtemps tous les 4 avant de faire notre premier recrutement. Parce vous êtes hyper complémentaires. Exactement. Ok. J'ai pas retenu son nom, mais celui qui est ingénieur, il est ingénieur en quoi ? Eric. Il est ingénieur en quoi ? Je saurais pas te dire. Informatique, mécanique. Ouais, informatique. Pardon. D'accord. Ouais. Okay. Parce que là, il faut créer. Vous avez l'idée d'un objet. Cet objet, il est physique. Ouais. Et on ne crée pas un objet physique aussi simplement qu'on peut créer une application ou qu'un programme. Tout à fait. D'ailleurs, ça a été une des remarques qu'on nous a fait au début. C'était mais pourquoi vous ne faites pas d'application ? Mais parce que ça serait totalement à l'opposé de ce qu'on veut faire. De ce qu'on veut faire. Ouais. Oui. Après, Eric a des notions en hardware. Effectivement, lui, il est plus software, mais il avait des notions en hardware. Et puis, dès que j'ai eu mon diplôme, il y a eu de l'intérêt. Et en fait, pour se lancer, pour se dire, OK, mais comment on passe du concept à un objet qu'on peut faire tester pour voir s'il y a de l'intérêt des familles, des enfants notamment. En fait, on a postulé à une subvention qui s'appelait à l'époque l'appel à prototype technologique de Futur en Scène, qui est Futur maintenant, qui est le plus grand salon d'innovation d'Europe. Et en fait, le deal, c'était OK, on vous finance les premiers prototypes, mais vous les présentez pour la première fois à Futur en Scène en 2014 auprès du public de Futur en Scène. Quelques mois, une année plus tard, quoi. C'est ça. 10 mois après, il fallait qu'on ait les prototypes de prêt. Et là, on a été dans le cliché de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a pendant 10 mois prototypé dans notre appartement. On vivait à 4 dans un 50 mètres carrés et on faisait que prototyper toute la journée. Et à la fin, on a pu avoir 10 prototypes fonctionnels qu'on a pu faire tester aux familles. Et là, on a vu que... Il y a eu combien de versions avant ces 10 prototypes ? On peut pas trop parler de version parce qu'on est arrivé petit à petit à une version finale et après on a pu les répliquer. Mais il y a eu beaucoup de ratés, ouais. Il y a eu beaucoup de tests. Comment tu commences ? La première boîte que vous faites, elle est en carton, elle est en plastique, elle est en pâte à modeler, elle est en bois sculpté. Ouais. La première que j'ai faite, c'était pour mon diplôme. Qui était un prototype non fonctionnel en fait, qui était vraiment plus pour montrer la forme et à quoi ça pourrait ressembler. Et après j'avais fait une vidéo sur laquelle j'avais mis des effets spéciaux pour un peu simuler ce que ça pourrait être. Elle ressemble à l'Uni d'aujourd'hui ? Pas du tout. Ok. Elle est pas totalement éloignée, mais c'est vraiment l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui. À la base, moi je l'avais imaginée en bois. Elle était beaucoup plus grande et donc beaucoup plus lourde, et quand on a fait les premiers prototypes fonctionnels, ils étaient aussi en bois et très lourds, et en fait c'est ça. Mais parce que c'était un besoin pour les prototypes, ou vous l'imaginiez vraiment à terme en bois? Ouais, tous les parents bobos se disent que du bois, pas de plastique. Exactement. Non, c'était une vraie volonté au début de faire un objet en bois pour ce côté produit noble avec un matériau noble, sauf que quand on l'a fait tester justement à Futur en Scène, on a vu que l'intérêt du bois était beaucoup plus pour les parents que pour les enfants. Les enfants, le bois, ils s'en foutent complètement. Et en plus de ça, c'est fragile, c'est lourd.
et ça tient pas dans le temps. Donc l'enfant qui va faire tomber son boîtier 15 fois par jour, en fait avec le bois, ça dure 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'on a fait évoluer à Futur en Scène, après quand on est passé en phase industrielle, le produit en bois à un produit en plastique beaucoup plus petit, résistant, léger et coloré surtout, qui attire l'œil de l'enfant. Ok, donc là on est 1 an plus tard à Futur en Scène. Ouais. Vous avez bossé pendant 1 an dans votre appartement. Ouais. On a 10 prototypes fonctionnels. Ouais. En plastique coloré. Non, ceux-là sont en bois. En bois, après d'accord. Qu'on est passé en plastique. Ouais. Donc on est à Futur en Scène en 2014. Ouais. Et ensuite, en fait, on a gagné le prix du public et on s'est dit, ok, il y a un truc, donc passons à la phase industrielle. Sauf qu'aucun de nous 4 n'avait aucun background industriel. Et en fait, on a fait une rencontre pendant ce salon d'un type qui travaille à Lyon, qui en fait, lui a l'habitude d'industrialiser des jouets. Et il nous a conseillé. Et en fait, il nous a présenté un bureau d'études en Chine pour travailler. Sachant qu'avant ça, on avait toqué à la porte de beaucoup de bureaux d'études français. Qui n'étaient pas du tout à la portée de notre portefeuille, nous qui n'avions absolument aucun sou, de 4 entrepreneurs sortis d'études. Donc on est parti avec ce bureau d'études chinois qui avait une succursale à Lyon et qui a pu travailler avec nous pour faire les premiers prototypes industriels pour le coup. Prototype industriel. Ouais. Et là on parle pas de quantité astronomique. Donc il faut arriver aussi à trouver un partenaire qui accepte de tester le marché. Et en fait, avec vous. Ce bureau d'études nous avait présenté 2 usines, dont une usine familiale qui a pu effectivement accepter la petite quantité qu'on lançait au début. Ok. À ce stade, alors moi les lunis que j'ai à la maison sont tombés, tu l'as dit, 50 000 fois ou 50 fois par jour depuis 2 ans et ils marchent toujours. Vous faites des tests? Comment vous testez? On fait des tests. Après, le produit est à améliorer. Enfin, on essaye de l'améliorer de production en production. Toi, t'es tombé sur une fabrique qui marche parfaitement. Il y en a d'autres qui ont moins de chance parce que ça reste un produit électronique. Donc, faut rappeler que. Et ça reste des enfants de l'autre côté. Et ça reste des enfants de l'autre côté. Donc, ça veut dire que le produit il est malmené. Mais oui, là aujourd'hui, on a un directeur de production qui est un ancien directeur qualité de chez Parrots et qui permet de faire des tests justement pour améliorer la qualité du produit. Qu'est-ce qu'on fait? On le tape pendant toute une journée sur un... On tape plein de tests différents. T'as des tests de résistance, de choc, d'UV, plein de choses. À partir de quand vous aviez les premiers exemplaires à vendre? On est en 2016, hein, c'est ça? Alors, nous, on a lancé la première production en mars 2016 et elle est arrivée en France en août 2016, donc on a commercialisé à ce moment-là. Donc, il s'est passé 2 ans depuis Futur en Scène. Ouais, et la première fois qu'on a vu le produit qui allait ressembler au produit qu'on allait commercialiser, c'était en février 2015. Donc, 1 an avant de partir, avant mars 2016. Avant de lancer la première production. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant cette année? En 2015, on a effectivement donc la phase d'industrialisation a été assez longue et on s'est pas tourné les pouces en attendant que ça sorte. Nous, on voulait créer notre communauté, on voulait en parler et on voulait savoir aussi si au moment que la production soit prête, on allait le commercialiser quelque part. Donc, on a fait beaucoup de salons pour se faire connaître, à la fois des salons avec des versions finales, hein, du coup. Oui. Ok. On avait commencé à faire des salons avec la version en bois et puis dès qu'on a eu les prototypes de la version finale, on les a utilisés. Donc on a fait tout type de salons, des salons grand public avec des familles, des salons entrepreneurs, des salons tech, des salons B2C, B2B. On a fait le salon international du jouet à Nuremberg où on a pu rencontrer pour la première fois tous les distributeurs et les grands acteurs du jouet. Et on faisait tous les pitchs, les concours de start-up qui commençaient vraiment. C'est à cette période-là où le mot start-up avait vraiment le vent en poupe. C'était la grosse tendance de la start-up. Donc là, on est quand même encore 6 mois, 1 an avant d'avoir des produits à vendre. Ouais. Et vous en parlez partout. Vous avez déposé des brevets? On a déposé tout ce qu'on a protégé, tout ce qu'on pouvait protéger, toute la propriété intellectuelle. Vous avez été conseillé là-dessus? On avait été conseillé à la fois par des avocats, à la fois par l'INPI, pardon. L'INPI, ouais. Donc vous y alliez à l'aise présenter votre... Oui, après moi, comme on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, clairement on est sur une innovation d'usage. Presque. Ouais, c'est une innovation d'usage. En gros, c'est un Walkman un peu revisité, quoi, si tu veux. Donc c'est juste que là, l'enfant il est acteur, mais c'est assez intéressant ce qui s'est passé, c'est que avec
l'ère du numérique et l'ère de tout à l'écran, avec cette arrivée d'Internet et du numérique, en fait, l'audio est passé au second plan, alors que pendant très très longtemps, l'audio faisait complètement partie de nos vies. Puis au bout d'un moment, il a totalement disparu. Et en fait, nous, on est juste arrivé à un moment où il y a eu un too much de l'écran, et en fait, remettre au goût du jour l'audio. Et on le voit là, aujourd'hui, l'audio est en train de reprendre sa place. Et j'espère qu'on pourra écouter le panier sur... Puis ils pourront écouter le panier sur... Tout à fait. Et du coup, nous, on est juste arrivé au bon moment pour voilà. Ok. Vous faites des salons pour faire monter la sauce avant le lancement. Oui. Comment ça marche ? C'est-à-dire... Est-ce que c'est quantifiable ? Est-ce que c'est des articles de presse ? Est-ce que vous avez grandi une communauté sur Insta ? Ouais. On a effectivement... nous, à la base, on était plus sur Facebook. Et après, Insta est arrivé. Oui, on a eu beaucoup de presse via ce petit ovni, en fait, ce petit objet ovni où tout le monde sortait une application et tout le monde sortait un software. Et nous, on se ramenait avec un objet un peu au look rétro en plus, donc ça a attisé la curiosité. Et on a fait aussi un crowdfunding en 2015 sur Ulule. Okay. Qui nous a permis de vraiment créer notre première base de communauté, nos premiers ambassadeurs qui ont pu... C'était votre objectif ? Alors, il y avait forcément un objectif de pouvoir financer une partie de la R&D industrielle. À ce moment-là, vous êtes sur fonds propres encore ? Vous n'avez pas levé de fonds ? On a fait un peu de love money, mais okay. ouais. On avait... donc, vous faites des salons et une opération de crowdfunding sur Ulule. Hein. Ulule, ouais. C'est ça, qui a été financé. Alors, je suis allé voir avant pour préparer cet entretien, évidemment, mais à 105%, ce qui n'est pas... Non. Énorme, non, en vrai. Mais parce qu'on a ces visions de campagne de crowdfunding qui explosent. Ou se plantent complètement. Mais le 95 à 105, il est rare, j'ai l'impression. Ouais. Non, on était flippés 2 jours avant parce qu'effectivement, on était à 95%, 96% de réussir notre objectif. Non, en fait, on aurait pu mettre moins et plus exploser la campagne. 42 000 € sur un premier produit qui n'a pas de communauté. On est hyper fiers de ce qu'on a réussi à faire et hyper fiers d'avoir créé ce lien avec les premières personnes qui nous ont suivis. Donc en soi, non, on n'a pas explosé la campagne, mais 42 000 € pour un produit sans communauté, ça reste un bon... Oui, puis l'objectif est atteint. Donc, et l'objectif est atteint. Tout à fait honorable. Ouais. Donc des salons, une campagne de crowdfunding, vous faites monter la sauce et on arrive en mars et là vous lancez la production et les premiers produits arrivent en août 2016. Vous avez préparé le terrain pour la commercialisation à ce moment-là ? On a préparé le terrain. Ça faisait 1 an qu'on était en discussion avec Nature et Découverte. En fait, même 1 an et demi, ils ont été assez patients. Tout de suite après Futur en scène, on est allé toquer à leur porte et ça c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter. En fait, on était dans l'excitation de ce qui s'était passé à Futur en scène, de voir qu'il y avait de l'intérêt et de savoir qu'on allait commercialiser, qu'on allait passer en phase industrielle. Mais voilà, c'était où ? Et en fait, on a 2 enseignes qui nous ont paru évidentes, où d'emblée, on a su qu'il fallait qu'on aille chez eux, c'est Nature et Découverte et Oxybul. Et en fait, on se baladait dans la rue avec mes associés, on passe devant un Nature et Découverte, place d'Italie, à Paris, et on rentre et on va voir une vendeuse hyper naïvement et on lui dit bonjour, comment est-ce que je vends ça chez vous ? Mais voilà, c'était vraiment ce qui s'est passé. Avec le recul, c'est une démarche tellement naïve, mais qui a marché puisqu'elle nous a donné le contact du directeur des achats de Nature et Découverte, qui nous a répondu dans les 10 minutes à notre mail pour nous donner rendez-vous au siège social. Et après ça, on les a vus. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y avait dans ce mail ? Alors, très simplement, nous on a présenté le concept de Ma Fabrique à Histoire et le type nous a juste répondu on est intéressé, rendez-vous, est-ce que ça vous intéresse de venir au siège social nous rencontrer ? T'as dit que tu venais de gagner Futur en scène ? Je pense qu'on a dû le mentionner, oui. Okay. Ouais. C'était un long mail, un mail court, il y avait une pièce attachée, des images. Ouais, il y avait une présentation et un mail très court. Ok. Ouais. C'est génial. Donc tu parles à une vendeuse, elle te donne le contact du directeur des achats, vous lui écrivez, vous répondez dans les 10 minutes et vous fixe, t'en étais là, un rendez-vous au siège. Un rendez-vous au siège et après on les a vus à peu près tous les 4-6 mois pour donner des nouvelles de l'avancée et savoir quand est-ce qu'on allait commercialiser. Parce qu'il s'est passé 2 ans entre Futur en scène et le... Exactement. Okay. Donc ils ont attendu 2 ans. Ok, c'est sympa. Ils croyaient. La preuve, ça a bien marché chez eux puisque dès qu'on a été commercialisé, on a été best-seller. Donc ils ont bien vu, ils ont vu juste en fait. Ça a été un alignement des étoiles. C'est malin. Comment s'appelait ce directeur des achats ? On lui dit merci ou pas ? On lui dit merci et je suis désolée. Ça fait très longtemps que je suis plus. Je crois qu'il est plus directeur des achats d'ailleurs et je me souviens plus de son prénom. Et Oxybul ?
qui est une chaîne de magasins pour enfants ou de jouets. Oui, c'est une chaîne de magasins de jouets Magasins pour enfants, de jouets, ouais. mais c'est jouets vraiment hyper quali, retail. Enfin, les jouets sont hyper bien choisis. C'est des petits magasins qui sont très très bien pensés. Et eux, pareil, ça a été, on les a contactés. Je me souviens plus comment on a eu le contact des personnes d'Oxybul. Je pense que ça doit être à Nuremberg, justement, pour le salon international du jouet. Et pareil, ils ont tout de suite eu un coup de foudre pour ma fabrique à histoire et on est parti avec eux. Donc en août, ça a été les 2 premières enseignes chez qui on était distribués. Ok. Août 2016. Août 2016, le produit est sorti. On en a fait parler pendant un an. En faisant des salons et une campagne de crowd, on a déjà de quoi le distribuer chez Oxybul et Nature et Découverte, et là, ça démarre. Je fais juste un petit raccourci, donc 3 ans plus tard. Ouais. Je l'ai dit en intro, mais vous avez fait en 2018 6,5 millions, c'est ça ? Oui. En 2019, tu as déjà une idée de ce que vous allez faire ? Vous communiquez dessus ? Oui, on peut communiquer. On a prévu de faire 12 millions de chiffre d'affaires. Donc x2, et tu as fait un x3, ça c'est aussi public, entre 2017 et 2018, ouais. T'es passé de 2,6 millions à 6,5 millions, c'est ce que je viens de dire. C'est une incroyable croissance. C'est une grosse croissance, ouais. En nombre de pièces vendues, ça fait quoi ? Là, actuellement... 760 000, pardon, tu l'as dit en intro, c'est ça ? Exactement. Et donc cette année, vous allez en vendre 900 000. J'exagère, mais... Au total, oui, ça fera 900 000. Cette année, on a prévu d'en faire 300 en tout, sur l'année 2019. Alors, je crois que la France est l'un des pays en Europe où on est les plus féconds. En tout cas, on fait le plus d'enfants... mais il y a quand même mine de rien une taille de marché limitée. Je veux pas dire de bêtises, mais donc il y aura près d'1 million de l'Uni de fabrique à histoire qui circulent sur le marché depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a 1 million d'enfants entre 3 et 5 ans ? Oui, il y a 4 millions d'enfants entre 3 et 8 ans. Donc on est loin de... D'accord, c'était assez empirique, mais j'étais pas loin de la vérité. Ouais. T'as dit combien d'enfants, pardon ? 4 millions. 4 millions ouais. Qui sont potentiellement dans la cible. Oui. Il y en a 1 million il y a 1 million de fabriques à histoire qui circulent. Vous avez 25% des enfants en France qui sont dans la cible qui ont... À la fin de l'année, on sera pas loin, ouais. C'est incroyable. Bah oui, c'est... Enfin, c'est incroyable, c'est super. et du coup, on va essayer de comprendre comment vous êtes arrivé là. Ça coûte combien ? C'est 59,90 € avec 48 histoires à l'intérieur. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a le Lunistore qui existe et qui permet d'acheter, il y a même des histoires gratuites, j'en ai pris des gratuites je crois, mais d'acheter des packs d'histoires additionnelles. Exactement. La volonté, c'était aussi de faire un objet qui dure dans le temps, c'est-à-dire de pas avoir un jouet, normalement, il dure 4 mois dans les mains d'un enfant. Là, c'était vraiment un jouet qui évolue avec l'enfant, qui l'accompagne. D'ailleurs, en fait, le terme jouet n'est peut-être pas le bon, tant il devient un objet du quotidien, limite un doudou pour l'enfant, un compagnon. Donc moi, je préfère le terme de compagnon. Et effectivement, quand il a écouté les 48 premières histoires de Suzanne et Gaston qui sont à l'intérieur, en fait, on lui propose sur notre store qui s'appelle le Lunistore de venir chercher d'autres histoires qui pourraient lui plaire en fonction de son âge, ses goûts. Ça peut être de l'apprentissage de langue, ça peut être de l'éveil, à la méditation. On a plein de choses, on a des comptines. Donc voilà, on propose un catalogue assez riche et on travaille avec des auteurs, des comédiens et on a une maison d'édition qui travaille activement à créer ce contenu. Donc l'Uni a une maison d'édition qui fait des histoires qui sont disponibles sur le store. Exactement. Et moi, je peux aussi, en tant que particulier ou qu'entreprise, distribuer sur le Lunistore. Il y a une sorte de validation, de modération de votre part ? On fait des partenariats, mais on choisit bien nos partenariats et on veut derrière chaque partenariat, il y ait un sens. On veut vraiment on fait plusieurs choses. Il y a tous les modèles possibles. Soit on prend du contenu déjà existant, puis on en fait une arborescence pour que ça fonctionne avec notre principe de choisir les éléments et on le propose sur le store. Soit on fait de la coproduction, de la co-création. Enfin, on essaye un peu tous les modèles, des histoires inédites. Et je peux d'ailleurs parler du partenariat Disney qui illustre bien en fait cette idée de faire une coproduction. Quand est venue sur la table l'idée d'un partenariat avec Disney, quand on en a discuté avec Disney, on voulait pas faire du licensing pour faire du licensing et de faire de la Reine des Neiges comme on voit un peu partout. Ça ressemble pas
trop à notre ADN. Et Disney était très d'accord avec ça. Et du coup, en fait, on est allé rechercher des vieilles histoires des années 70, des classiques de Mickey et compagnie, des années 70 qui ne sont plus commercialisés aujourd'hui, pour les remettre au goût du jour, réenregistrer avec les voix audio de Mickey et les proposer sur notre store. Et t'arrives comme ça à prendre ces histoires et les mettre dans la boîte Luni. Quand je dis la boîte Luni, c'est-à-dire créer cette espèce d'arbre de décision qui permet de... C'est ça. En fait, ça fait partie des contraintes qu'on donne à nos partenaires ou à nos auteurs. C'est-à-dire que la première chose qu'ils font, une fois qu'on a choisi la thématique de l'album, c'est de créer l'arborescence. Ok. Tu communiques sur la part de chiffre d'affaires que ça représente, les histoires par rapport à la boîte? Aujourd'hui, on est à, je crois, 80-20. Donc là, en fait, la Fabrique à Histoire reste quand même le gros de notre business, sachant que le store est en train de vraiment monter en puissance et ça va s'équilibrer au fur et à mesure du temps. Mais comme là aujourd'hui, on est en période de croissance et notre challenge c'est d'aller aussi à l'international, il faut déjà qu'il y ait les Fabriques à Histoire chez les familles pour qu'ils puissent ensuite aller sur le store. Évidemment. Les histoires en plus, le store c'est direct, c'est de la vente directe au consommateur final, alors que la boîte, vous en vendez sur le site, on y viendra plus tard, mais vous avez aussi des partenaires de distribution, donc en termes de marge c'est pas la même pas la même mécanique. Donc vous explosez en termes de chiffre d'affaires, puisqu'il y a 3 ans vous vous lancez, aujourd'hui on sera sur une année, tu m'as dit 12 millions, c'est ça. En termes de RH, c'est énorme aussi. Vous partez à 4, tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez autosuffisant. Ouais, pendant un temps. Pendant un temps, ouais. On a fait notre premier recrutement en mars 2017, qui était justement pour le store et les histoires, donc qui était un développeur et une directrice des contenus. Vous tenez 1 an après lancement à 4 pour gérer distribution, échange, e-commerce, envoi. Oui. Ok. Oui, ça a été assez sportif. Ouais, j'imagine. Et en fait, tout s'est accéléré en 2018. C'est-à-dire qu'on a commencé l'année à 11 en 2018. On a fini l'année, on était à 43. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très sportif, puisque en fait, tu communiques, tu travailles pas pareil quand t'es 10 que quand t'es presque 50. Ouais. Donc, et puis nous, c'était notre première boîte. Donc, en fait, on a aussi changé de métier. On est passé d'entrepreneur à manager aujourd'hui. Donc ça s'apprend sur le terrain et c'est hyper enrichissant, mais on a eu quelques retards de structuration qui aujourd'hui on rattrape. Mais ouais, en termes de RH, c'est une aventure, parce que de toute façon c'est l'humain, donc c'est le plus difficile. Ouais. Tu m'as dit le premier recrutement, c'était une directrice e-commerce. C'était un développeur et une responsable des contenus. Donc, responsable des contenus, pardon. Ouais. Ok. Quel était son rôle? C'était, en fait, nous, on avait créé quelques histoires avec les auteurs et qui ont travaillé. Ouais. Mais elle a vraiment professionnalisé la chose en choisissant de manière plus pointue nos auteurs, en ayant une vraie ligne éditoriale, en ayant une cohérence, en fait, entre tous les contenus, notre univers. Et parce que c'est un métier que nous, voilà. Évidemment. Donc elle est arrivée au bon moment. D'accord. Et donc aujourd'hui, 45 personnes, c'est ça? Oui. Sur quel type de poste? Quels sont les grands pôles? On a 10 pôles. 10 pôles? Ouais. On 10 pôles parce qu'on veut rester sur un modèle assez horizontal. Donc c'est pour ça. On a le pôle production. On a le pôle SAV, puisqu'on est sur un produit électronique. On a gestion, donc tout ce qui est finance administrative. On a RH, marketing, donc édition, commercial, développement, et un pôle qu'on a appelé design et prototype, c'est pour le lancement de tous les nouveaux projets. Et enfin, on a ouvert une filiale aux États-Unis à New York. Donc ça fait voilà. Ça fait du monde, on en parlera. Ouais. Tu dis qu'il y a un pôle recherche produit ou R&D, je sais pas comment tu l'as appelé. Ouais, design et prototype. Le produit, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet, c'est toujours le même qu'au début. Oui, c'est toujours le même. Après, il y a eu quelques évolutions en termes de software, mais invisibles. C'est-à-dire que c'est quand on a décelé des petits couacs qu'on a pu rattraper, améliorer. Mais non, le produit est vraiment tel quel en termes d'utilisation, il reste inchangé. Et il est amené à changer Il n'est pas amené à changer. En fait, on s'est posé la question il y a 1 an en se disant, est-ce qu'on sort une V2? Est-ce que
voilà, qu'est-ce que ça pourrait être. Et en fait, en faisant les brainstorming, on s'est rendu compte que rajouter quelque chose, ça dénaturait totalement le produit et le concept. C'est-à-dire que moi, je l'ai imaginé comme quelque chose d'hyper simple. Et justement, aujourd'hui, un produit peut faire 1000 choses à la fois. Ben là, c'était revenir un peu à un objet qui fasse une seule chose, mais qui le fasse très bien. Et du coup, non, on ne va pas rajouter de nouvelles fonctionnalités. Par contre, il va y avoir une évolution en 2020. Je touche du bois parce que ce n'est pas encore 100% confirmé, mais on y approche, on est à 95%. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le produit est fabriqué en Chine. Et nous, on a vraiment envie d'être une entreprise beaucoup plus engagée, beaucoup plus responsable, notamment dans notre manière de fabriquer, de produire. Et donc, si tout se passe bien, à Noël 2020, nous vendrons un produit made in France. Ok. Un produit technologique réalisé en France. Il y a on va dire l'extérieur aussi qui sera fait en France. Oui. La boîte. Oui. Ok. C'est difficile de trouver des partenaires? Oui. Parce qu'ils sont rares, parce que vous êtes tout petit. Enfin, tout petit, vous êtes grand, mais ça reste. En fait, Elle est où la difficulté? La difficulté, elle est à trouver le bon partenaire. Elle est aussi à ce que économiquement, ça soit viable pour nous, puisque c'est pas une surprise. Le made in China et le made in France sont pas, voilà, la fabrication n'est pas la même, enfin, au terme de coût. Mais ça nous a mis quelques mois à identifier le bon partenaire et on espère que ça va vraiment se concrétiser. C'est encore un peu tôt pour en parler, le crier sur tous les toits. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'était une vraie volonté depuis le début, parce que dès qu'on a appris qu'on allait fabriquer en Chine, moi j'ai mon petit cœur de designer qui s'est fendu en mille par terre, et en fait, on s'est fait la promesse que si on pouvait, en fait, on rapatrierait la production en France, ce qui est aujourd'hui possible. 3 ans après le lancement, ouais. Enfin, on prévoit ça pour 2020, c'est ça? Oui. Ok, super. C'est con comme produit. C'est très bien dessiné, c'est très malin, c'est un succès fou, mais c'est con. Pourquoi? Il y a de la concurrence? Ça commence à arriver, surtout en France. En fait, ce qui est assez marrant à noter, c'est qu'on a créé un marché, pour le coup, d'objets qui racontent des histoires qui n'existaient pas avant. Okay. En tout cas, pas telles quelles. Donc oui, on a par exemple la conteuse joyeuse, qui est un produit qui est apparu pour Noël de 2018, qui est un petit cube très beau, vraiment. L'objet est magnifique. Qui avec une certaine interactivité, quand on le secoue, quand on le met dans un certain sens, raconte des histoires et des contes aux enfants. Ok, produit français. Produit français. D'accord. Vous connaissez les fondateurs? Non. Bon, mais en tout cas, la concurrence arrive. Mais voilà, la concurrence arrive. Ok, très bien. Et ok. SAV, d'information, marketing. C'est quoi votre plus gros challenge aujourd'hui? Notre plus gros challenge aujourd'hui, il se porte sur l'international. Donc, on a ouvert l'année dernière quelques pays européens, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, et cette année on ouvre l'Espagne. Et il y a les États-Unis aussi. Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne et les États-Unis. Oui, après on a aussi les pays nordiques, enfin les Pays-Bas, on a la Suisse. Mais aujourd'hui on est encore en test marché, à part dans les pays francophones où on est bien, Suisse, Belgique, on est vraiment bien installé. Mais le gros challenge là, c'est de passer de ce test marché à on est bien, on est connu. Et... Ça veut dire quoi, ouvrir un pays? Ouvrir un pays, qu'est-ce que tu entends? C'est-à-dire quoi? On a ouvert des pays, ça veut dire quoi? On a envoyé une équipe, on a trouvé des partenaires de distribution. En Europe, on gère ça depuis la France. Okay. Oui, ouvrir un pays, ça veut dire trouver des partenaires de distribution. Donc nous, on sait que comme on est sur un produit innovant, il faut qu'il soit vu et testé, en tout cas au début, pour qu'on se fasse connaître. Et puis après, le e-commerce vient, mais il faut d'abord qu'on se fasse connaître en retail. Donc notre gros challenge, c'est de trouver des partenaires de retail pour que les familles puissent le découvrir en magasin. Donc ça, c'est déjà un gros challenge, parce que ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a on a eu beaucoup de temps et de présence sur le territoire pour pouvoir comme je t'ai dit, on a fait des pitchs, on a fait des salons, donc on avait beaucoup de présentiel. Là, on se ramène sur un territoire qui est totalement vierge, qui n'est pas notre langue maternelle. Donc, on a moins la sympathie de la start-up française qui se crée. Non, là, on est des inconnus qui se ramènent dans un pays qui parfois a déjà de la concurrence sur le marché. Et donc, c'est un assez gros challenge. Et après, le deuxième challenge, il se fait aussi au niveau du contenu, parce que nous, on a pour vocation de créer du contenu avec des auteurs locaux, mais au début, on fait de la traduction.
Et ça, pareil, la traduction, il faut trouver les bons partenaires de traduction parce qu'on est sur des histoires pour enfants, donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un couac dans les histoires, il n'y ait pas une virgule qui soit la mauvaise. Et ça demande énormément de travail et ça demande énormément de travail à nos équipes. Du coup, avec des responsables de contenu qui sont par pays qui sont par pays. Enfin, on a effectivement... Gérés depuis la France peut-être Gérés depuis la France, mais oui, okay. Il y a des responsables avec des pays attitrés, ouais. Ok, c'est difficile de choisir quelqu'un... nous, on fait énormément de stratégies de contenu pour des marques, mais d'avoir une sensibilité pour le pays en question, le pays visé, enfin la langue visée, quand c'est pas ta langue maternelle, c'est très compliqué, quoi. Oui, et c'est pour ça qu'on a recruté des personnes qui ont une vraie sensibilité pour les langues étrangères qu'on cible. D'accord. Les cultures, ouais. Donc je te demandais quel était ton plus gros challenge ou vos challenges aujourd'hui. Vous ouvrez des nouveaux pays, vous avez ouvert les États-Unis. Ouais. Les États-Unis, on les a ouverts en fait avec une opportunité de commercialisation au MoMA Design Store de New York, chez qui on est toujours aujourd'hui. On a aussi ouvert à San Francisco. Moi, je suis partie 5 mois m'installer l'année dernière à New York pour ouvrir une équipe, mais il y a eu énormément de péripéties. Je te passerai les détails, mais voilà, l'équipe. Non. Non, l'équipe a beaucoup changé, c'est-à-dire que avec le renforcement des visas de Trump, finalement, on avait recruté 2 personnes qui n'ont pas pu rester chez nous parce qu'elles n'ont pas obtenu leur visa. Voilà, l'équipe a beaucoup bougé. Aujourd'hui, on a adapté notre stratégie. Pourquoi vous avez choisi de faire partir des Français plutôt que de prendre des Américains ? C'était des 2 études, enfin elles sortaient d'études et ça faisait 8 ans qu'elles étaient sur le sol américain. Donc oui, nous, ça nous permettait... Elles avaient la culture, mais pas exactement, parce que nous, on voulait garder quand même des personnes qui ont cette sensibilité à la culture et notamment à la culture européenne pour que en fait il y ait une espèce de réunion qui se crée entre les 2 cultures. Ça c'était hyper important pour nous. Là, effectivement, dès l'année prochaine, on va recruter des profils américains. Donc vous continuez, ça marche les US, comment ça se passe? C'est lent, mais le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est d'ouvrir un gros retailer. On a les contacts, mais en fait les process aux États-Unis sont très lents. Donc c'est plusieurs étapes, c'est 15-20 étapes, et en fait tu franchis une étape, ça peut mettre 2 mois par étape. Donc, oui, en revanche après tu seras distribué. Donc. Exactement, donc après une fois que tu y es, ça peut aller vite, mais en tout cas les process en amont sont hyper longs, surtout quand t'es pas connu en fait. Donc monter une équipe, trouver des partenaires, ouais. Et t'as fait quoi d'autre en 5 mois? Enfin c'est déjà beaucoup, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites plutôt dans ces 5 mois? T'as toute la partie administrative à mettre en place qui est assez longue, mais ouais. Ok. Ce que je peux dire, c'est que la communauté aux États-Unis est une des communautés les plus actives et les plus enthousiastes. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pour nous en France en termes d'animation par rapport de relations avec la Fabrique à Histoire. Donc là où on est hyper confort sur le fait que les États-Unis, du moment quand ça décollera, ça se passera bien, c'est que les indices sont hyper positifs. Il faut juste trouver le point d'inflexion. Exactement. Et ce point d'inflexion, selon toi, c'est la distribution. Par un gros retailer, ouais. Alors, je saute pas d'étape, mais on pourrait quand même. Vous êtes déjà chez un gros retailer, puisqu'actuellement vous êtes distribué en propre sur votre site, à la Fnac, dans Nature et Découverte, chez Oxybul, et sur Amazon. Oui. Comment on fait pour ouvrir Amazon aux États-Unis ? C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Comment on fait pour activer alors ? Effectivement, le fait d'être un produit à succès en France, ça nous a ouvert des portes. Parce que ce que j'ai découvert en faisant mes recherches là, c'est que vous êtes dans le top 10 et vous avez été numéro 1 des ventes. Oui. Mais presque depuis le lancement. Oui. Là, si on va dans les top ventes des jouets, il y a un truc, j'ai pas compris ce que c'était, mais un enfant saurait. Ensuite, il y a Uno, Pokémon, et puis il y a l'Uni. Oui. Et ouais. En 4e position. Exactement. Ok. Oui, sur Amazon, ça a décollé sur Amazon France. Et effectivement, ça nous a ouvert des portes pour les États-Unis. Est-ce que quand on est dans le top des meilleures ventes, alors c'est la catégorie jouets, mais on a un contact particulier avec Amazon ? Oui, on a un contact particulier avec Amazon. Et ils vous aident ? Est-ce qu'il y a une... En tout cas, ils prennent du temps pour nous. Et oui, il y a un dialogue qui se crée, okay. qui, on le sait, est privilégié, n'est pas donné à tout le monde. D'accord. Et ce dialogue, il concerne quoi ? La description produit, des photos, des retours. De quoi on parle avec Amazon ? De manière assez basique, c'est ça. Et puis, c'est comment préparer l'année ensemble. C'est réfléchir en amont à ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre le temps pour réfléchir à ça. Ok. C'est riche. Et du coup, sur ce lancement aux États-Unis, tu les avais prévenus ? Oui, ils nous ont ouvert des portes. Après, c'est pas aussi simple que ça, puisque ça reste les États-Unis, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est distribué chez Amazon et que les ventes se passent de mieux en mieux.
sur la plateforme. Donc, en France ou aux États-Unis ou partout? Aux États-Unis. Ouais, d'accord. Et malgré ça, tu cherches un partenaire physique? Oui, parce que comme je te disais, on a besoin d'une présence en magasin pour que les familles puissent le voir, le toucher, le tester. Et après, en tout cas, c'est ce qui s'est passé en France, c'est qu'après, Amazon décolle. Mais d'abord, il faut une présence physique. Amazon décolle parce que le bouche à oreille ou le fait d'avoir vu la fabrique à histoire. C'est ça, c'est un parent qui l'a testé et chez qui ça marche. Il le recommande à 3 de ses potes parents qui vont le recommander à 3 de... Est-ce que tu sais où se fait le premier achat? C'est-à-dire? Pardon, je dis le premier achat. Parce que moi j'en ai acheté plusieurs, mais j'étais en train de réfléchir en fait à moi où est-ce que j'avais acheté pour la première fois. Je crois que c'était Nature et Découverte. Oui. Et ensuite je suis allé sur Amazon parce que c'était plus simple, c'est un réflexe un peu... c'est ça qui se passe la plupart du temps. C'est d'abord en magasin. En fait, ça dépend de toi, ta manière de consommer. Mais la plupart du temps, le premier achat se fait en magasin, oui. D'accord. Donc, je crois comprendre entre les lignes que l'US, c'est plus difficile que prévu. Plus lent, ouais. Plus lent. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres écueils, d'autres frictions dans votre développement en 3 ans? Enfin, en 5 ans? Comme je te disais, il y a le développement à l'international qui est aussi un peu plus lent, notamment l'Angleterre, qui prend aussi beaucoup de temps. Et ça a été une surprise parce qu'on pensait que l'Angleterre allait être le deuxième pays qui allait le plus marcher. Et en fait, il s'avère que c'est l'Italie. Mais en fait, parce que l'Angleterre, c'est vraiment particulier de faire du business avec eux et c'est une manière différente de faire. Donc ça, on a renforcé les équipes avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus sur le marché. Donc pour 2020, on y sera bien, mais ça a été aussi plus lent que prévu. Basée en France ou à Oui, Londres? Okay. Elle est basée en France. Elle est basée en France. Est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs, plantages ou frictions que la croissance, l'hypercroissance? Ouais, la croissance, comme je le disais, il y a eu des retards de structuration et il y a eu un certain manque parce que quand on passe de 11 à 45, tu peux pas avoir les yeux partout. Et surtout, comme nous, c'était notre première boîte, on n'avait pas les bons réflexes partout. On s'assurait déjà que le produit soit commercialisé et que ça marche. Donc oui, en termes de recrutement, aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif pour avoir des bases solides, en fait, et pérennes pour la boîte. Ok. Sur cette partie recrutement, qui s'y colle parmi vous 4? Pendant très longtemps, ça a été moi principalement, malgré que vraiment les 2 premières années, on était tous les 4 ensemble là-dessus. Mais moi, je lidais un petit peu plus. Aujourd'hui, là, ça fait presque 6 mois qu'on a recruté une responsable RH. Qui fait Vous rencontrez quand même toutes les personnes qui rentrent ou pas? Plus aujourd'hui, parce que ça serait beaucoup trop chronophage, mais on rencontre tous les profils managers, tous les profils clés. Ouais. D'accord. Même si tous les profils sont clés. Tous les profils sont clés, évidemment. Pour continuer sur la partie business, est-ce qu'il y a des... Alors, vous avez 4 profils très différents, mais toi, est-ce qu'il y a des KPI qui t'obsèdent, que tu regardes tous les matins? Est-ce que tu es branché chiffres? Moi, pas du tout. Je pense que mon associé Igor aurait pu te répondre sur le nombre d'utilisateurs sur le store, parce qu'on est loin d'atteindre ce qu'on pourrait atteindre, alors que le store est vraiment en train de monter en puissance. Moi, de mon côté, je suis pas du tout obsédée par les chiffres. Je suis beaucoup plus obsédée par créer des choses qui ont du sens et qui apportent quelque chose aux familles. Voilà. C'est ça qui m'obsède. C'est ça qui t'obsède. Comment est-ce que vous gérez les retours? Donc, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait différents batchs de production. Il y en a eu qui ont peut-être moins de chance que d'autres lors des débuts. Ouais, il y a eu des productions qui ont été un peu foireuses. Vous le faites en interne ou vous avez un prestataire extérieur pour le faire? On le fait en interne aujourd'hui. Okay. Donc, on a un pôle qui gère à la fois la partie service client et la partie réparation. Et là, comme on commence à avoir un parc, on commence vraiment à avoir pas mal de produits, ça devient très, très chronophage. On va bientôt externaliser pour les choses un peu simples et nous garder la relation avec les clients et garder les côtés un petit peu plus complexes. Si vous le faites en interne, est-ce que j'imagine qu'il y a un onboarding ou une formation, ou en tout cas il faut mettre en place des process pour ces personnes qui sont en contact avec le client final. Je pose la question pour la raison suivante. Ma compagne a acheté hier un produit, des jolis bracelets, c'est une petite boîte parisienne, très sympa, et elle a été débitée 2 fois. Et en fait, dans sa relation avec le SAV pour demander elle est visiblement tombée sur quelqu'un qui ne savait pas parler à un client final, quoi. Et j'ai lu les échanges, c'était juste catastrophique. Comment est-ce que
vous avez géré cela de votre côté, la mise en place des process SAV, parce que c'est pas votre métier. Non, non, mais ça c'était un truc que quand nous on gérait avant de renforcer l'équipe, donc on gérait à 4 et notamment c'était mon associé Thomas et moi qui gérions les choses. Moi je gérais les réseaux sociaux et lui il gérait sur Zendesk. Et on a toujours voulu être réactif et être surtout dans un dialogue, dans un échange et dans une pédagogie avec le client. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, toujours lui expliquer que en fait un produit électronique ça peut avoir des défauts, que de temps en temps nous on peut pas livrer sous 48 heures ou 24 heures comme Amazon parce qu'on n'est pas Amazon. Enfin en fait créer un échange pour aussi l'éduquer un petit peu sur des choses qui peuvent aujourd'hui être totalement aberrantes parce que on est dans un monde du tout de suite et nous on veut pas du tout rester dans ce monde-là du tout de suite. Donc ça a été déjà quelque chose qu'on a instauré depuis le début, une relation de qualité en fait, et on a voulu le garder. Donc quand on a recruté des gens pour s'occuper de ce pôle-là, donc des gens spécialisés, dont c'était le métier, on leur a toujours donné cette vision de rester dans un échange de qualité. Et même avec la communauté qui augmente et les produits qui augmentent, on essaye de le garder un maximum. C'est pas toujours facile, mais on essaye en tout cas d'être le plus quali dans nos échanges et le plus humain aussi. Parce que ce sont des humains. Je rappelle que ce sont des humains qui parlent avec vous, donc soyez gentils avec eux. Ils ont un cœur et un cerveau. Super. C'est pas évident le SAV, hein, et la relation client. Non, surtout avec ce que Amazon a créé. Le côté je suis roi et j'ai le droit de demander n'importe quoi sous prétexte que j'ai acheté un produit. Il y a des choses qui paraissent aberrantes aujourd'hui. On en discutait avec Michael Lévy, le fondateur de Delivery, qui propose de livraison dans la journée sur la même ville. On a été habitué à des choses qui sont complètement aberrantes. Ouais. Une livraison immédiate et gratuite, ouais. ou 1 euro. Et tout est transparent, on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Ben non, c'est ça. Et en plus, ça écrase les marges parce que c'est forcément le distributeur ou le revendeur, disons, le vendeur qui le prend à sa charge. C'est très très compliqué, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a eu dans votre développement un point d'inflexion, un moment, un tipping point, je le dis souvent, on se moque de moi, mais un point d'inflexion, un moment où tu t'es dit putain, ça y est, le train démarre, ça pousse. Il y en a eu 2. Il y a eu la première année où on a commercialisé, donc du coup on était sur août, donc on était sur 4 mois de commercialisation et on venait de faire une première levée de fonds auprès d'investisseurs privés. Et nous, nos forecasts, ils étaient sur 20 000 pièces à l'année. Et ils nous avaient dit sur 4 mois de commercialisation... impossible. C'est bien de rêver, mais vous n'allez pas les faire. Eh bien, on les a fait. Et quand... les 20 000. On les a fait, les 20 000. Et quand on a fini Noël en rupture de stock, là, pour la première fois, je me suis dit, wow, il y a une rupture de stock. Et ça, c'était assez incroyable. Le deuxième, c'est... Attends, entre septembre et décembre 2016, vous livrez 20 000 pièces. À ce moment-là, vous n'êtes que 4. Oui. Vous faites 10 allers-retours par jour à la poste. Je dis une bêtise, mais ça fait 20 000, ça fait 10 000 par mois. 5 000 par mois. Alors, on n'envoyait pas à la mano puisque ce qu'on envoie par notre site internet était tout petit. Et puis, de toute façon, on avait un logisticien. Mais ouais, on avait un distributeur et un logisticien. Donc on s'occupait pas de ça, heureusement. Et du coup, quand tu es un tout petit acteur comme vous l'êtes à l'époque, Nature et Découverte, Oxybul, la Fnac pas encore, j'imagine. On commençait doucement. À l'époque, c'était un peu plus compliqué de discuter avec la Fnac puisqu'ils ont été en total changement de gestion d'identité. Mais aujourd'hui, maintenant, la Fnac est un très très bon client, un très très bon partenaire. Donc sur ces premiers batchs, c'est principalement Nature et Découverte, Oxybul et ensuite votre site. Oui. Ils vous prennent des quantités un stock toutes les semaines, tous les mois, Alors, j'ai pas de chiffre précis en tête, mais oui, je pense que ça a été pour eux aussi une surprise de voir que ça marche aussi bien. Donc c'était toutes les semaines, ça recommandait. Vous avez reçu vos 20 000 pièces de la Chine? Oui. Ou plus? C'était stocké dans un entrepôt. D'accord. Et puis après, on livrait chaque client en fonction des commandes. D'accord. Et vous livrez les magasins indépendamment les uns des autres? Vous livrez une centrale? Ça dépend en fait comment marche l'enseigne. La plupart du temps, c'est délivré directement chez les enseignes. C'est pas par une centrale. D'accord. Ok.
Donc, pour revenir à ma question, qui était le tipping point, le point d'inflexion, c'est fin 2016 où tu dis... Waouh, on a une rupture de stock, on vient de d'écouler en 4 mois 20 000 pièces. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et le deuxième, ça a été... J'ai pas exactement de date précise, mais ça a été quand on faisait que du recrutement tout le temps et que sans s'en rendre compte, en fait, l'équipe s'agrandissait à une vitesse monstrueuse. Et quand je me suis arrêtée et que je me suis rendu compte qu'on était 45 dans la boîte, soit il y a pas longtemps, je me suis dit waouh. Toutes ces personnes qui veulent nous rejoindre et qui sont là et qui travaillent pour l'Uni, alors qu'il y a pas très très longtemps, on était 4 dans notre appartement. Et là, je me suis dit ok, ça veut dire quelque chose. D'accord, ok. Oui, vous êtes encore en train de recruter? On est encore en train de recruter. Sur quel type de poste? Dans tous les pôles que je t'ai cités, il y a les 11 pôles. Ouais, il y a des besoins partout et on s'arrête pas là puisque on continuera à recruter l'année prochaine et l'année d'après. D'accord. Activement. Vous avez fait une levée, tu m'as dit au début? Oui, on a fait une levée de 500 000 en mars 2016. Ah oui, c'est pas une petite levée. Oui. Okay. Et auprès d'investisseurs privés, et on a fait aussi un crowdfunding equity sur So We Found, parce que l'aventure de crowdfunding s'était tellement bien passée sur Ulule qu'on a voulu la tester en crowdfunding equity, qui a été aussi une réussite. Et là, on vient de clôturer une levée de 3,3 millions auprès de Business Angel et de fonds d'investissement. 3,3 millions? Oui. Ça a été annoncé? On n'a pas fait de presse particulière. J'en parle quand j'ai l'occasion d'en parler. Ok, félicitations. Enfin, félicitations, c'est pas une fin en soi de lever des sous, mais ça permet d'accélérer une croissance, quoi. Ça permet de réussir à bien faire sa croissance. Ouais. D'accord. Donc, je te parlais des points d'inflexion. En termes de marketing, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de votre aventure? Vous avez fait des parrainages, des partenariats? Oui. En termes de marketing, on a testé plein de choses. Nous, notre but, c'est de justement tester, regarder ce qui marche pas. En soi, il y a peu de choses qui n'ont pas marché. Ce qui marche très très bien, c'est les partenariats avec les influenceurs. Notamment sur Instagram, c'est de bien... en fait, depuis le début, on a pour l'habitude de travailler avec des petits influenceurs parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on grandit ensemble et que du coup, ils mettent beaucoup plus de cœur à parler de la Fabrique à Histoire et de notre contenu qu'un gros qui doit être sursollicité et qui forcément, c'est un petit peu plus difficile de faire le tri. Donc ça marche hyper bien et ce qui est génial, c'est que sur Instagram, pour le coup, tu te balades, tu tapes, tu regardes le hashtag Fabrique à Histoire ou l'Uni et là tu vois toutes les familles qui l'utilisent et c'est incroyable. Enfin moi c'est ce qui me donne du baume au cœur tous les jours, c'est de voir ça. Le modèle que vous avez avec les influenceurs, oui. C'est quoi? Vous offrez des boîtes? Principalement, oui, c'est ça. D'accord. On fait plusieurs choses sans tout cacher. On fait aussi des partenariats rémunérés. Il n'y a pas de tabou. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Je saurais pas te dire là-dessus. Je pense que ce qui marche le mieux, c'est de bien identifier le bon influenceur qui va avoir un coup de cœur pour ton produit, et donc en parler avec les bons mots. Pas parce que tu lui as... Ça, c'est absolument contraire de notre manière de faire. C'est lui, avec ses mots, s'il aime le produit, il en parle comme il veut. Donc, c'est d'identifier les bonnes personnes, en fait. C'est ça qui marche. De l'influence, est-ce que vous faites des partenariats? Tu as parlé de Disney tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est les partenariats de contenu. On en fait plein. On a fait Quelle Histoire pour du contenu historique. On a fait... là, on va sortir Hello Maestro avec Il était une fois la vie. Donc, en fait, c'est nos aventuriers Suzanne et Gaston qui vont se balader dans le corps humain. C'est génial. C'est un spoil. Je sais pas jusqu'à quand ça a existé, mais c'est moi qui suis... qui a bercé notre... Voilà. Ouais. Et ça, en fait, ce qui est effectivement génial, c'est un levier de communication puisque tu réveilles un petit peu l'enfant chez le parent et c'est ce qui s'est passé aussi pour Mickey. Crées un point d'accroche très fort. On a Monsieur Madame, tu vois, et ça met des étoiles dans les yeux des parents qui se souviennent de leur enfance et qui vont en plus pouvoir le transmettre à leur enfant. Le jour où vous faites les merveilleuses cités d'or, j'en rachète 10 euros. Moi aussi. J'adore ce dessin animé. Donc ça, c'est les partenariats de contenu. De contenu, oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous faites de l'affiliation ou du parrainage? Pas encore. Le parrainage sur le store, ça viendra, mais on n'en fait pas encore.
D'accord. On n'en parle pas ? Il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'on va le faire bientôt, mais je n'ai pas encore de date précise. D'accord. Une dernière question sur la partie acquisition et marketing, c'est une question qu'on se posait avant l'entretien. Il y a un karma qui est très positif. C'est-à-dire que quand j'ai dit que je recevais Maëlle Chassard, personne ne savait qui t'étais évidemment, mais quand je disais que je recevais la fondatrice de l'Uni et de la Fabrique à Histoire, d'ailleurs on devrait parler de la marque après, il y a personne qui me dit « Ah, c'est pourri ». Tout le monde me dit « Ah, c'est génial, j'adore ». Comment est-ce que vous gérez ce karma, ce très positif, qui doit bien sûr, j'imagine, aider dans le bouche à oreille. Est-ce qu'il y a un moyen, vous avez réfléchi à un moyen de le canaliser, de l'utiliser ? C'est une très bonne question. Nous, on fait ça plutôt de manière... déjà, on est hyper content que ça se passe comme ça parce que on a une communauté assez puissante en termes de justement d'amour, de réception de ce qu'on leur donne et ce qu'ils nous donnent. Enfin, c'est un échange absolument fabuleux et c'est rare. C'est assez rare. Sinon, ce qu'on fait, c'est que comme on est dans l'optique de tout le temps créer de nouvelles choses pour les familles, d'améliorer notre contenu, d'être à l'écoute de ce qu'ils veulent, on fait beaucoup de tests utilisateurs en interne et donc on fait venir des familles de partout en France pour leur faire tester nos nouveaux concepts ou améliorer des choses qui existent déjà et leur poser plein de questions pour voir ce qu'ils attendent aussi. Et ça permet de vraiment créer un lien unique avec eux. D'accord, il faut en faire venir beaucoup pour... Après, on a aussi, il y a effectivement ceux qu'on fait venir en physique chez nous, et on a un groupe qui s'appelle les Super Luniens sur Facebook, qui est un groupe où il y a plusieurs, je crois qu'on est à 1500 maintenant. Les Super Luniens. Les Super Luniens. Et okay. En fait, on fait passer des questionnaires, on leur pose des questions, on les interroge sur les futurs contenus ou les futurs produits. Pour créer ce lien unique, et puis eux, ça leur permet aussi d'être là dans les coulisses, quoi. Tu as parlé plusieurs fois de ces futurs produits, mais tu m'as aussi dit qu'il y a jamais eu d'évolution jusqu'à présent parce que le produit est très bien comme il est. Ouais. Non, effectivement, le produit va rester tel quel. Par contre, on va étendre on va diversifier notre activité. Nous, les domaines, je parle en France, les domaines sur lesquels on veut aller aujourd'hui, c'est les domaines de la santé, de la culture et de l'éducation. Et il y a plein de choses à faire. Ce qui est génial, c'est que la Fabrique à Histoire est un super point d'entrée puisqu'elle permet de faire énormément de choses sur ces 3 domaines qui sont des domaines où il y a très porteurs de sens et où il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Les Super Luniens, c'est le nom du groupe. Oui. D'accord. Est-ce que vous faites de l'email ? J'ai jamais reçu d'email de la part de l'Uni, c'est normal ? On fait très peu d'emails. Nous, notre souhait sur la communication, c'est de communiquer quand on a des choses à dire. Et donc, pas de beaucoup de campagnes d'emailing, juste ce qu'il y a à dire. En fait. D'accord, ok. L'Uni ou la Fabrique à Histoire ? Qu'est-ce que le nom du produit, c'est la Fabrique à Histoire, mais... Oui, le nom de la marque, c'est l'Uni. Ouais. Les gens confondent, ça va pas être compliqué de gérer les... Les gens confondent, mais en fait, c'est pas grave. C'est comme PlayStation, la première PlayStation s'appelle PlayStation comme le nom de la marque, donc non, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve que ça crée une chose en plus. Okay. C'est assez fort. Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première commande ? Alors qui était pour un distributeur ou via le site c'était celle d'Amazon et d'Oxybul qui sont arrivés les deux en même temps. Et ouais, je me souviens c'était que quelques centaines de pièces, mais c'était déjà incroyable pour nous. Après, comme on était déjà... tu sais, quand t'as la tête dans le guidon et que t'es dans ton objectif de te dire, si, on va en faire 20 000, mais que tu cravaches... t'as peu de temps et c'est quelque chose qu'on fait peu et qu'on devrait plus faire, mais on a peu de temps de s'arrêter, de se dire waouh, il s'est passé ça déjà, arrête-toi et pense à ça, c'est déjà incroyable. On le fait peu, on devrait un petit peu plus le faire. On est en train de le faire là. Est-ce que j'avais pas posé la question, mais donc Amazon, vous avez distribué sur Amazon dès le début ? C'est arrivé très, très rapidement. C'était pas dès le début, mais c'est arrivé relativement rapidement en 2016. J'aurais pu exactement te dire. D'accord. Tu te souviens de comment s'est passée la démarche pour les distribuer sur Amazon ? Je ne m'en souviens pas du tout. Pas du tout, d'accord. Ça ne m'a pas marqué. Ok. C'était passionnant. J'ai une dernière question pour finir. Et j'aurais dû la poser en premier. Pourquoi l'Uni ?
L'Uni, c'est pour le côté dans la lune, les histoires qu'on se raconte le soir, le côté un peu lunaire, un peu imagination. Et les 2 I, en fait, symbolisent l'imaginaire et l'imagination, qui sont en fait ce qu'on veut que devienne notre expertise. L'imaginaire et l'imagination. Et juste petit rappel, l'imagination, c'est le produit, c'est ce qui permet la faculté innée d'inventer. Ouais. Et l'imaginaire, c'est sa représentation. C'est la représentation de l'imagination. Donc c'est ta capacité à inventer et c'est ton invention. C'est là où tu te projettes, quoi. L'Uni, très bien. J'ai encore plein de questions, mais on pourrait y passer des heures, c'était passionnant. Maëlle, je te remercie beaucoup. J'étais très impatient de te recevoir parce que comme dit... Ah non, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais Maëlle, je lui ai écrit dès le lancement avant même le lancement du podcast Le Panier que vous écoutez. Ça devait être une période un peu difficile pour toi parce que j'ai pas eu de réponse. On a eu une réponse finalement en août et donc j'étais depuis longtemps impatient de te recevoir. C'était un plaisir. Merci énormément pour nous avoir partagé tout cela et voilà, l'Uni, L-U-N-I-I, la fabrique à histoire. Si vous êtes parents, vous connaissez certainement. Si vous ne l'êtes pas, pensez à ça pour il y a pas de réduction, je touche rien, mais je trouve juste que le produit est superbe. Pensez-y pour les anniversaires. Merci Maëlle, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection, ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.